Prêtez attention à ce qui va être dit maintenant, parce que cela peut changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Ce qui vous limite le plus aujourd'hui, ce n'est pas ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas ce que vous avez perdu, ni ceux qui vous ont blessé, ni le contexte autour de vous. C'est la manière dont tout cela est interprété dans votre esprit. Il existe un dialogue constant qui se déroule en vous, une voix qui vous accompagne en permanence, depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'à celui où vous essayez de vous reposer. Elle commente, questionne, anticipe, se souvient. Parfois elle vous protège, et d'autres fois, elle vous freine. Maintenant, réfléchissez calmement. Combien de décisions avez-vous déjà évité de prendre parce que votre esprit vous a convaincu que ce n'était pas encore le moment? Combien de situations avez-vous revécues en restant éveillé jusqu'au beau milieu de la nuit à y penser, alors même que vous ne pouviez plus rien changer à ce qui s'est passé? Cela ne se produit pas par faiblesse, cela se produit parce que cette voix n'a jamais été entraînée. Quand l'esprit n'est pas entraîné, il réagit, amplifie les problèmes, crée des scénarios, vous ramène vers le passé ou vers la peur du futur. Mais cela peut être corrigé, et ce n'est pas une idée nouvelle. C'est un principe qui a déjà été testé dans des situations bien plus difficiles que celles que vous affrontez aujourd'hui. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, a vécu sous une pression constante, confronté à des guerres, des pertes et des décisions difficiles chaque jour, et pourtant, il est resté stable. Non pas parce que le monde autour de lui était contrôlable, mais parce qu'il a compris quelque chose d'essentiel. La manière dont vous dirigez votre propre esprit définit la manière dont vous affrontez la vie. Dans ses écrits personnels, il ne cherchait pas à enseigner aux autres. Il se rappelait chaque jour comment penser avec clarté, comment ne pas se laisser emporter par l'impulsion, comment maintenir le contrôle intérieur même lorsque tout autour était instable. Et c'est exactement ce type de pratique que vous commencez ici. Rien de complexe, rien de déconnecté de la réalité. Si vous changez la manière dont vous vous parlez, même pendant quelques jours, quelque chose commence à se réorganiser. Les réactions changent, les décisions deviennent plus conscientes, et la manière dont vous faites face aux problèmes change également. Mais cela ne se produit que lorsque cela cesse d'être quelque chose que vous écoutez simplement pour devenir quelque chose que vous appliquez réellement. Alors faites ceci. Si cette idée a du sens pour vous, écrivez « Je prends le contrôle de mon esprit ». Non pas comme un simple commentaire, mais comme une manière de marquer pour vous-même le moment où vous décidez de commencer. Parce que c'est ainsi que le changement commence, de manière simple, consciente et pratique. Réflexion 1. Votre jugement est votre plus grande autorité. Imaginez un instant que vous êtes dans la rue et qu'en prenant votre téléphone pour résoudre quelque chose d'important, vous remarquez que la batterie est sur le point de se décharger. Vous en avez encore besoin, vous êtes en plein milieu de la journée, et immédiatement surgit une pensée automatique. Maintenant, tout va se compliquer, quelle malchance. Vos épaules se tendent, votre respiration change, et votre humeur commence à s'alourdir. Ce n'est pas la batterie qui a changé votre état, c'est le sens que vous avez attribué à ce moment. Maintenant, imaginez une autre personne, dans la même situation, avec le téléphone sur le point de s'éteindre. Elle perçoit le problème, mais pense « D'accord, je vais m'adapter avec ce que j'ai maintenant et je réglerai ça plus tard ». Elle continue sa journée avec légèreté, en ajustant ce qui est nécessaire, sans transformer cela en un drame intérieur. Quelle est la différence? L'événement est identique. Un téléphone sans batterie, la réalité physique est la même pour les deux. Mais l'expérience intérieure est complètement différente, et cette différence naît en un seul point. Le jugement. C'est l'étiquette que vous donnez à ce qui se passe. C'est la leçon fondamentale que vous devez graver dans votre mémoire. Pendant ces 4 jours, ce ne sont pas les choses qui vous dérangent, mais votre opinion à leur sujet. Votre esprit est une machine à étiqueter. Il ne cesse d'attribuer du sens. Vous classez constamment tout ce que vous voyez comme bon ou mauvais, juste ou injuste, plaisir ou douleur. Et c'est à cet instant, au moment précis où vous étiquetez, que la souffrance commence à se construire. Lorsque vous vous dites « ma journée est ruinée », votre corps réagit comme si c'était réellement le cas. Vous libérez du cortisol, votre rythme cardiaque s'accélère, vous entrez en état d'alerte. Mais observez avec honnêteté. Le danger n'est pas dans l'événement, il est dans l'interprétation que vous avez créée à son sujet.
La douleur existe, elle fait partie de la vie. Mais sa prolongation, le poids qui traîne pendant des heures ou des jours, est construit par la manière dont vous continuez à nourrir cet événement dans votre esprit. Si vous vous cognez l'orteil, il y aura une douleur physique, biologique. Mais si vous passez les 3 heures suivantes à vous plaindre, à insulter la table, à revivre le moment et à vous considérer comme la personne la plus malchanceuse du monde, cela, c'est de la souffrance. C'est quelque chose que vous ajoutez à votre vie. Vous prenez un événement neutre et vous y injectez du poison émotionnel. Pendant ces 4 jours, votre tâche est de devenir le gardien de votre perception. Vous devez vous surprendre en train de juger. Lorsque votre supérieur vous confronte, votre premier instinct sera de penser « Il ne me fait pas confiance, c'est un problème, je peux perdre mon travail. » Attendez, c'est un jugement, pas un fait. Le fait est, mon supérieur a signalé une erreur dans mon travail. Et ici, il existe une ligne invisible mais décisive. D'un côté se trouve la réalité, de l'autre se trouve l'histoire que vous racontez à son sujet. C'est là que la réalité s'arrête et que commence votre film mental. Vous devez vous parler avec une objectivité presque clinique. Vous devez dépouiller les événements de votre vie de leurs adjectifs dramatiques. Au lieu de penser « j'ai été irrespecté de manière absurde », dites « quelqu'un a dit quelque chose que je n'ai pas aimé ». En faisant cela, vous retirez le poids émotionnel de l'événement. Et lorsque vous retirez ce poids, vous récupérez le contrôle. Récupérez votre souveraineté. Personne ne peut vous faire sentir inférieur, anxieux ou contrarié sans votre consentement implicite. Vous détenez la clé de votre propre paix. Si vous décidez que quelque chose ne vous affecte pas, cela perd son pouvoir sur vous. C'est simple, mais ce n'est pas facile dans la pratique. Cela demande une vigilance constante. Le mantra que vous devez répéter chaque fois que vous sentez votre sang bouillir ou que l'anxiété vous serre la gorge est « ce n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement un événement. Je choisis comment y faire face. J'efface le jugement. J'efface le dommage. » Répétez jusqu'à y croire. Au début, cela semblera forcé, mais peu à peu, vous remarquerez quelque chose de puissant. Un espace entre ce qui se passe et la manière dont vous réagissez. Et c'est dans ce petit espace que réside votre pouvoir. Arrêtez d'être une marionnette des circonstances. Coupez les fils. Si vous éliminez l'opinion selon laquelle vous avez été lésé, le dommage perd sa force. Parce que ce qui n'est pas nourri ne grandit pas. Ne laissez pas votre esprit alimenter le feu des problèmes quotidiens. Maintenez le calme, une lecture précise et la responsabilité sur la manière dont vous répondez à ce que vous vivez. Réflexion 2. Trouvez la paix dans le présent. Votre esprit est un voyageur du temps accro aux catastrophes. Observez-vous maintenant. Il est très probable que votre corps soit assis ici, en train de regarder un écran, dans un endroit relativement sûr, en respirant et avec ses besoins de base satisfaits. Cependant, votre esprit n'est pas ici. Votre esprit erre dans un futur hypothétique qui l'effraie ou plonge dans un passé qui le hante. Et, sans vous en rendre compte, vous commencez à réagir à des choses qui ne se produisent pas. Vous payez des intérêts pour des dettes que vous n'avez même pas encore contractées. L'anxiété n'est rien d'autre qu'une maladie de l'imagination. C'est votre cerveau qui projette des films d'horreur sur des choses qui pourraient arriver. Vous pensez « et si je perdais mon emploi ? Et si c'était le mois prochain ? Et si mon partenaire me quittait dans un an ? Et si je tombais malade quand je serais vieux ?» Vous portez aujourd'hui le poids des 10 prochaines années. Personne, pas même l'homme le plus fort du monde, ne peut supporter le poids du futur accumulé. C'est trop lourd. Et ce n'est pas parce que la vie est insupportable, mais parce que vous essayez de tout vivre en même temps. Mais il existe un piège silencieux dans tout cela. Le futur n'existe pas. C'est une illusion construite par votre esprit. Sénèque l'a dit avec une clarté dévastatrice. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Pensez-y. Combien de fois avez-vous passé des nuits blanches à vous inquiéter d'un événement qui, lorsqu'il est finalement arrivé, ne s'est même pas produit? Était-ce vraiment si terrible? Ou pire, n'est-ce jamais arrivé? Vous avez souffert pour rien. Vous avez livré votre paix à un fantôme. La seule réalité, la seule vérité tangible que vous possédez est ce microseconde précis. Le passé est déjà mort. Vous ne pouvez pas le toucher. Vous ne pouvez pas le changer. Ce sont des cendres. Le futur est incertain et lointain. Vous n'avez que le présent. Et c'est précisément pour cela que le présent ne pèse pas. Parce qu'il ne vient jamais chargé de tout, il vient par fragments.
Le présent est toujours supportable. Essayez. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous pourrez garder votre emploi toute l'année. Demandez-vous, puis-je supporter cette minute exacte? La réponse est toujours oui. Personne ne s'effondre sous le poids du présent immédiat. Nous nous effondrons lorsque nous essayons de porter le présent et toute la semaine suivante en même temps. Pendant ces 4 jours, je veux que vous utilisiez le présent comme votre bunker, votre abri anti-aérien. Lorsque l'anxiété vous attaque, lorsque vous sentez que le monde s'effondre sur vous, coupez le temps, interrompez le flux de l'anticipation et ramenez tout à un seul point. Découpez la réalité en morceaux d'1 seconde. Ne regardez pas le sommet de la montagne que vous devez gravir. Regardez simplement où vous allez poser le pied sur la prochaine marche, car c'est ainsi que toute traversée réelle se fait. Un pas qui tient dans le moment que vous êtes en train de vivre. Si vous traversez une rupture, ne pensez pas à la façon dont vous allez vivre sans cette personne pour le reste de votre vie. C'est écrasant. Demandez-vous, puis-je respirer maintenant? Puis-je faire un café maintenant? Oui, vous le pouvez. Et ensuite, vous gérez la minute suivante. Vivre ainsi ne signifie pas nier le futur. Cela signifie le gérer à partir du seul point de vue que vous possédez réellement. Le présent, car le futur n'est jamais affronté d'un seul coup. Il arrive toujours déguisé en maintenant. La position de pouvoir que vous occupez est celle-ci. Votre dialogue intérieur doit changer radicalement. Arrêtez d'utiliser le « et si cela arrive » et « si ceci arrive ». Commencez à utiliser le « maintenant ». Chaque fois que votre esprit dérive vers le futur et vous apporte de la peur, ramenez-le avec fermeté et douceur à la fois. Dites à votre esprit « Nous ne sommes pas là-bas, nous sommes ici ». La phrase que vous devez répéter lorsque vous vous sentez étouffé par l'incertitude est celle-ci. Il ne me reste qu'à supporter ce moment. Le passé est mort et le futur n'existe pas. Personne ne perd une autre vie que celle qu'il vit maintenant. Répétez-la comme une prière. Sentez l'angoisse se dissiper. En réduisant le temps au présent, vous réduisez le problème à sa véritable taille. Les problèmes deviennent gérables. L'anxiété, qui semblait auparavant un monstre immense, se transforme en petites tâches simples. Concentrez-vous sur la tâche en cours comme si c'était la seule chose qui existait dans l'univers. Faites-la avec excellence, faites-la avec calme. Si vous apprenez à vivre en compartiment d'une journée ou même d'une heure, vous devenez résistant. Vous devenez indestructible, parce que le seul endroit où la vie peut vous atteindre est ici et maintenant. Et ici, vous êtes aux commandes. Réflexion 3. Devenez immunisé à l'opinion des autres. C'est l'un des paradoxes les plus ridicules et tragiques de la condition humaine. Nous nous soucions profondément de qui nous sommes, et pourtant, nous valorisons davantage l'opinion des autres que la nôtre. Nous vivons dans une prison construite avec les briques de ce que les autres vont dire. Vous passez des heures à choisir vos vêtements, à éditer vos photos, à surveiller vos mots et à ajuster votre comportement. Non pas parce que vous le voulez, non pas parce que cela représente qui vous êtes, mais parce qu'il existe une peur silencieuse de ne pas être accepté. Vous êtes terrifié à l'idée qu'un inconnu, quelqu'un que vous ne respectez peut-être même pas, puisse avoir une mauvaise impression de vous. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, s'étonnait de cette contradiction humaine. Il se demandait « Pourquoi accordons-nous tant d'importance aux applaudissements de personnes que nous n'aimons même pas ?» Pensez-y. Si vous connaissiez vraiment la plupart des personnes dont vous cherchez l'approbation, si vous voyez leurs défauts, leurs insécurités, leurs jugements erronés et leur manque de discernement, chercheriez-vous encore cette validation? Probablement pas. Et pourtant, vous leur donnez quelque chose de bien trop précieux. Le contrôle sur la façon dont vous vous sentez avec vous-même. Vous leur donnez le pouvoir de vous élever avec un compliment ou de vous abattre avec une critique. Et, peu à peu, sans vous en rendre compte, vous externalisez votre estime de vous-même. Vous devenez quelqu'un qui cherche constamment l'attention. Et le pire, c'est que cette quête d'approbation vous éloigne de vous-même. Vous cessez d'être qui vous êtes pour devenir le personnage que vous pensez que les autres veulent voir. Et chaque fois que vous vous ajustez pour entrer dans les attentes des autres, vous vous éloignez de votre propre vérité. Vous vous trahissez pour plaire à la foule, et cette trahison a un prix très élevé. Votre paix intérieure et votre intégrité. Il n'existe pas de paix possible lorsque vous devez jouer un rôle en permanence. La véritable liberté est celle que personne ne peut vous enlever. Elle commence le jour où vous décidez d'avoir votre propre opinion sur vous-même.
Vous êtes la seule chose qui compte. Cela ne signifie pas être arrogant ou ignorer les conseils constructifs. Cela signifie avoir un système d'évaluation interne. Si vous savez que vous avez fait ce qui est juste, si vous avez agi avec justice, courage et bonté, qu'importe si le monde vous hue. Les hués parlent d'eux, pas de vous. Leur réaction est le reflet de leur regard, pas de votre valeur. Imaginez que vous êtes un musicien qui a joué une pièce parfaite. Vous n'avez raté aucune note. Vous vous êtes donné entièrement. Mais le public, qui ne comprend rien à la musique, vous hue. Devriez-vous vous sentir mal? Non. Vous savez que la performance était impeccable. Leur ignorance ne change pas la qualité de votre exécution. Leur erreur ne doit pas devenir votre doute. De la même manière, si vous agissez correctement dans votre vie et que quelqu'un vous critique, c'est le problème de cette personne. C'est sa perception, pas votre réalité. Toutes les critiques ne méritent pas d'être absorbées. Certaines doivent simplement être ignorées avec lucidité. Pendant ces 4 jours, vous allez pratiquer l'indifférence sélective. Lorsque quelqu'un vous critique, lorsque vous ressentez une pression sociale, lorsque vous avez peur de vous exposer ou d'être différent, arrêtez-vous. Rappelez-vous que les gens pensent beaucoup moins à vous que vous ne l'imaginez. Chacun est occupé à penser à lui-même, préoccupé par son image et par ce que les autres vont dire. Vous n'êtes pas le centre de leur attention et cela, loin d'être un problème, est votre liberté. Vous êtes libre parce que vous êtes invisible pour la plupart, mais même s'ils vous observent, même s'ils vous jugent, votre posture doit rester intacte. Vous devez développer une carapace solide. Ne laissez pas votre humeur osciller en fonction du climat social. Si l'on vous félicite, ne vous y perdez pas. Si l'on vous critique, ne vous déstabilisez pas, parce que dès que vous dépendez de la réaction des autres, vous perdez le contrôle de vous-même. Lorsque vous ressentez cette peur sociale, ce besoin de vous conformer ou de taire votre vérité pour ne pas déranger, répétez-vous avec conviction. Je n'échangerai pas ma vérité contre l'approbation de qui que ce soit. Ma conscience est mon seul juge et mon seul témoin. Si je suis en paix avec moi-même, le monde peut penser ce qu'il veut. Et cette décision, lorsqu'elle est maintenue, devient une force. Vous cessez d'être un acteur en quête d'applaudissements et vous devenez responsable de votre propre direction. Soyez le réalisateur de votre propre vie. L'opinion des autres est du bruit, votre conscience est le signal. Suivez toujours ce signal et soyez fidèle à vous-même. Vous devez vous choisir avant toute autre personne. À la fin de la journée, lorsque vous poserez la tête sur l'oreiller, vous serez seul avec vous-même. Assurez-vous d'aimer la personne avec qui vous dormez. Réflexion 4. La dichotomie du contrôle. Nous vivons épuisés, regardez-vous. Observez votre niveau d'énergie mentale à la fin de la journée. Vous êtes épuisé, mais non pas parce que vous avez fait des milliers de choses ou porté des charges lourdes. Vous êtes épuisé parce que vous passez votre vie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Vous sortez de chez vous pour résoudre un problème simple dans la rue et en chemin, vous remarquez que votre téléphone est déchargé. À cet instant, l'esprit s'emballe. Et si j'ai besoin d'appeler? Et si quelque chose tourne mal? Et maintenant? Le problème n'est pas le téléphone, c'est la tentative de contrôler tout ce qui pourrait en découler. Vous passez la journée anxieux à penser s'il va pleuvoir, si le trafic va avancer, à cause de ce que cette personne a pensé en vous voyant, si l'économie mondiale s'effondre, si votre partenaire a aimé le cadeau. Vous portez sur vos épaules le poids d'un univers qui ne vous appartient pas. L'anxiété, fondamentalement, est une erreur de calcul. C'est l'écart douloureux entre la manière dont vous voulez que le monde soit et la manière dont il est. Le monde fonctionne ainsi. Plus vous essayez de forcer la réalité à correspondre à vos désirs, plus vous souffrez. Et c'est exactement ici qu'apparaît l'outil le plus tranchant de l'arsenal stoïcien, une lame qui coupe l'anxiété à la racine, la dichotomie du contrôle. Vous devez comprendre cela avec une clarté absolue. Dans la vie, il existe 2 catégories de choses, celles qui dépendent de vous et celles qui ne dépendent pas de vous. Ce qui dépend de vous, vos pensées, vos actions, vos intentions, vos valeurs, vos efforts et votre caractère. Cela vous appartient, votre territoire. Là, vous êtes le souverain absolu. Ce qui ne dépend pas de vous, tout le reste. La réputation, la santé, vous pouvez prendre soin de vous et tomber malade quand même. La richesse, le climat, le trafic et surtout les actions et les pensées des autres. Le problème,
c'est que vous avez investi votre bonheur dans cette seconde catégorie. Vous avez misé votre paix intérieure sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme aller au casino et placer tout votre argent sur un seul numéro à la roulette. C'est un pari perdant. Si votre bonheur dépend de cela, c'est parce que vous misez tout. Si votre paix dépend des performances de votre enfant, vous êtes prisonnier de ce résultat. Si elle dépend du fait que votre voisin ne fasse pas de bruit, vous êtes prisonnier de votre voisin. Et celui qui dépend de l'extérieur pour rester en paix vit dans une vulnérabilité constante. Imaginez-vous comme un archer. Vous avez un arc, une flèche et une cible. Tout ce qui se passe avant de lâcher la flèche dépend de vous. La qualité de l'arc, la tension de la corde, votre posture, votre respiration, votre concentration. C'est là que vous devez concentrer toute votre énergie. Mais au moment précis où la flèche quitte la corde, elle ne vous appartient plus. Le vent peut la dévier, la cible peut bouger ou quelque chose d'imprévu peut se produire. Si vous conditionnez votre succès au fait de toucher la cible, vous vivrez dans la peur. Mais si vous définissez le succès comme le fait de réaliser le meilleur tir possible, alors vous devenez inébranlable, parce que cela dépend toujours de vous. Pendant les prochains jours, chaque fois que vous ressentirez une inquiétude, soumettez-la à un interrogatoire direct. Demandez-vous, est-ce totalement sous mon contrôle? Si la réponse est non ou seulement partielle, vous devez laisser cela de côté. Cela ne vous rend pas irresponsable, cela vous rend lucide. Vous n'abandonnez pas le problème, vous abandonnez la souffrance inutile. Si vous êtes coincé dans le trafic, par exemple, crier et frapper le volant ne fera pas avancer les voitures. Cela ne fera qu'augmenter votre tension. Le trafic ne dépend pas de vous. Votre réaction au trafic, oui. C'est là que vous devez être. Vous pouvez écouter un livre audio, pratiquer la patience ou simplement respirer. Parlez-vous. Restez ferme lorsque l'inquiétude apparaît. Votre phrase pour cette leçon est « Si cela n'est pas entre mes mains, cela n'en vaut pas la peine. Je suis immergé dans mes actions. Je me concentre uniquement sur ce que je fais. Le résultat ne m'appartient pas. » Sentez le poids quitter vos épaules pendant que vous dites cela. Arrêtez de jouer à Dieu. Arrêtez d'essayer de contrôler l'univers. Vous devez vous concentrer sur votre petite mais puissante sphère d'action, votre volonté. Et c'est ici que se produit le basculement que peu de gens perçoivent. Lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler, vous commencez enfin à gouverner la seule chose qui compte, vous-même. En abandonnant le désir de contrôler l'extérieur, vous obtenez un contrôle total sur l'intérieur. Et cela, mon ami, c'est la véritable liberté. Concentrez-vous sur le processus. Oubliez le résultat. Faites ce qui doit être fait et laissez le reste suivre son cours. Parce que la paix n'est pas lorsque tout se passe comme vous le souhaitez, c'est lorsque vous n'en dépendez plus pour être bien. Réflexion 5. Utilisez l'empathie comme stratégie, pas comme faiblesse. Nous vivons entourés de personnes difficiles, grossières, égoïstes, menteuses, agressives ou simplement incompétentes. C'est inévitable. Vous sortez dans la rue et quelqu'un vous coupe la route, vous arrivez au travail et un collègue s'approprie le mérite de votre effort, vous allez au restaurant et vous êtes traité avec mépris. La première réaction est la colère. Vous voulez riposter et vous vous dites « Il n'a pas le droit de me traiter ainsi. C'est un idiot. » Et sans vous en rendre compte, à cet instant précis, vous remettez le contrôle de votre esprit au comportement de quelqu'un d'autre. La colère est une punition que vous vous infligez pour l'erreur d'une autre personne. Pensez-y, ils commettent l'erreur, mais c'est vous qui avalez le poison. C'est vous qui restez avec le corps tendu, le cœur accéléré, la journée compromise. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Et vous finissez par porter leur charge émotionnelle. Vous n'avez pas seulement subi l'impact du moment, vous avez décidé de continuer à porter cela. Est-ce que cela a du sens? Le stoïcisme propose un outil fascinant pour cela. L'empathie stratégique. Il ne s'agit pas d'être un saint, ni de se placer dans une position de supériorité, ni d'accepter tout par faiblesse. Il s'agit de comprendre l'autre avec clarté pour ne pas se blesser intérieurement. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes indiscrètes, ingrates et arrogantes. Il ne faisait pas cela par amertume, mais pour ne pas être surpris. Et il ajoutait quelque chose d'essentiel. Aucun d'eux ne peut me nuire, car personne ne peut m'impliquer dans la laideur. Il comprenait que les gens ne font pas le mal pour être des méchants dans une histoire, mais parce que, dans leur propre esprit, ils croient agir correctement, ou simplement parce qu'ils sont aveuglés par leur propre ignorance et leur propre douleur. Imaginez que vous marchez
et que quelqu'un tousse sur vous parce qu'il est malade. Seriez-vous en colère et crieriez-vous contre cette personne? Probablement pas, vous vous éloigneriez, peut-être ressentiriez-vous de l'inconfort, mais vous comprendriez, cette personne est malade. Maintenant, appliquez la même logique au comportement. Lorsqu'une personne agit avec grossièreté, c'est son caractère qui est malade. Ce sont des patients moraux. Ils font le mal parce qu'ils ne savent pas faire le bien, parce qu'ils ont été formés ainsi ou parce qu'ils portent un poids intérieur si lourd qu'ils débordent sur les autres. Les voir comme des personnes malades ou ignorantes, plutôt que comme des ennemis, change complètement la donne parce que vous cessez de réagir à l'attaque et vous commencez à voir son origine. Lorsqu'on vous insulte, ne pensez pas « on m'attaque ». Pensez « pauvre de lui ». Quel type d'enfer se déroule dans l'esprit de cette personne pour qu'elle ait besoin d'agir ainsi? Soudain, vous cessez d'être la victime et vous devenez l'observateur. Et celui qui observe avec clarté ne se perd pas dans la réaction, ne prend rien personnellement. Ce que les gens disent parle davantage de leurs propres blessures que de votre caractère. Très souvent, vous êtes simplement l'écran sur lequel ils projettent leur propre chaos. Si vous vous impliquez, discutez ou cherchez la vengeance, vous vous abaissez à leur niveau. Et à ce moment-là, l'erreur n'est plus seulement la leur, elle devient aussi la vôtre. Pendant ces 4 jours, votre défi est de ne pas réagir. Lorsque vous sentez l'étincelle de l'offense apparaître, éteignez-la avec l'eau froide de la compréhension. Arrêtez-vous, respirez et choisissez consciemment de ne pas alimenter ce qui ne mérite pas de grandir en vous. Rappelez-vous, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort. S'il crie, restez silencieux. S'il provoque, ne bougez pas. S'ils essaient de vous atteindre, ne donnez pas de réponse émotionnelle, car ce qui ne trouve pas de réaction perd de sa force. Maintenez votre élégance, votre mantra pour gérer les personnes difficiles et protéger votre énergie est « ils agissent par ignorance, par douleur ou par intérêt personnel. Ce n'est pas à propos de moi. Cela reflète leurs blessures, pas ma valeur. Je ne laisserai pas leur obscurité éteindre ma lumière. La meilleure vengeance est de ne pas être comme eux. Répétez cela jusqu'à sentir un bouclier se former autour de vous. Les insultes ne s'attachent pas. Les provocations ne vous dominent pas. Vous restez ferme et plus vous maintenez cette posture, moins le monde extérieur peut vous déstabiliser. Ne descendez pas au niveau de ceux qui vivent dans le conflit, car chaque fois que vous descendez, vous vous éloignez de la personne que vous essayez de devenir. Votre place n'est pas dans la réaction, elle est dans la conscience. Laissez-les avec leurs propres conflits. Vous avez des choses plus grandes à construire que de vous perdre dans de petites offenses. Réflexion 6. La vérité radicale qui change votre vie. Regardez-vous dans le miroir. Non, je ne parle pas de ce regard rapide que vous jetez à vous-même avant de sortir de chez vous pour voir si vos cheveux sont en place, mais d'un type de regard que la plupart des gens évitent, celui qui ne cherche pas l'apparence, mais la confrontation. Regardez bien dans vos yeux et demandez-vous « Qui suis-je en train de tromper ?» Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui que vous racontez à votre patron quand vous arrivez en retard, ni celui que vous dites à votre partenaire pour éviter une discussion. Le mensonge le plus dévastateur est celui que vous vous racontez à vous-même, parce que ce n'est pas seulement une phrase que vous dites, c'est une narration que vous commencez à croire. Vous vous répétez chaque jour de petites choses pour protéger votre ego, pour éviter de ressentir de la culpabilité, pour justifier pourquoi vous ne faites pas ce qui doit être fait. Vous vous répétez que vous êtes là où vous devriez être. Nous devenons des maîtres de l'auto-illusion. Vous dites « je n'ai pas le temps de faire du sport », alors qu'en réalité ce n'est pas une priorité et que vous préférez regarder des séries. Vous dites « ma relation est compliquée », alors que la vérité est que vous avez peur d'être seul et que pour cela vous tolérez l'inacceptable. Vous dites « je commence demain », alors qu'en réalité vous avez peur d'échouer aujourd'hui. Ces petits mensonges apparemment inoffensifs sont les briques avec lesquelles vous construisez la cellule de votre stagnation. Continuez à croire à vos propres excuses et à les inventer, et vous ne sortirez jamais de cette situation. Le stoïcisme exige cela, une honnêteté brutale. Marc Aurèle a dit « Si quelqu'un peut prouver que j'ai tort, je changerai volontiers, car je cherche la vérité, et la vérité n'a jamais fait de mal à personne. » Observez cette dernière partie. La vérité ne fait pas mal ce qui fait mal, c'est de vivre dans une illusion qui, tôt ou tard, s'effondre. La vraie croissance, ce changement profond que vous recherchez,
ne peut se produire que sur le terrain solide de la réalité, pas dans le marécage de vos justifications. Tant que vous déformez la vérité, vous déformez aussi la direction de votre propre vie. Vous devez être capable de faire un audit de votre vie sans anesthésie. Imaginez que vous êtes un chirurgien et que votre vie est le patient. S'il y a une tumeur, vous ne pouvez pas simplement mettre un pansement et dire que ce n'est qu'une égratignure. Vous devez ouvrir, regarder ce qui est là, couper et traiter. Cela fait mal. Bien sûr que cela fait mal. Admettre que vous avez été paresseux, que vous avez été envieux, que vous avez été lâche ou que vous vous êtes écarté du chemin est douloureux. Mais c'est une douleur qui nettoie, qui organise et qui vous repositionne. Le confort des mensonges, en revanche, est une morphine qui vous anesthésie pendant que votre vie continue de se détériorer. Et le problème de l'anesthésie, c'est qu'elle enlève la douleur mais enlève aussi la possibilité de corriger. Pendant ces 4 jours, je vous mets au défi de pratiquer la vérité radicale. Quand vous échouez, ne cherchez pas de coupables extérieurs. Ne dites pas que c'était la circulation, dites « je suis parti en retard ». Ne dites pas qu'on vous a provoqué, dites « j'ai perdu le contrôle ». En assumant une responsabilité totale à travers la vérité, vous récupérez votre pouvoir. Si la faute est celle de la circulation, il n'y a rien que vous puissiez faire. Si la responsabilité est la vôtre d'être parti en retard, vous pouvez corriger cela demain. La vérité vous renforce, le mensonge vous victimise. L'une vous met aux commandes, l'autre vous laisse à la merci des circonstances. Je veux que vous vous en souveniez chaque fois que vous ressentez la tentation d'adoucir la réalité. Vous vous arrêtez. Vous sentez l'inconfort de la vérité monter dans votre gorge et vous la laissez sortir. Si vous vous sentez triste, ne dites pas « je vais bien ». Admettez « je suis triste et j'ai besoin d'aide ». Parce que nommer la vérité ne vous affaiblit pas, cela vous oriente. Si vous ne savez pas quelque chose, ne faites pas semblant de savoir. Dites « je ne sais pas, mais je vais apprendre ». Cette vulnérabilité honnête est la base d'une force indestructible. La vraie force ne réside pas dans le fait de paraître complet, mais dans la disposition à se corriger. Une maison construite sur la roche de la vérité résistera à n'importe quelle tempête. Une maison construite sur les apparences s'effondrera au premier choc de la réalité. Votre mantra pour briser les chaînes de l'auto-illusion, la phrase que vous devez utiliser comme un bistouri mental, est « Je préfère être blessé par la vérité que réconforté par un mensonge. Si j'ai commis une erreur, je l'admets, je corrige et j'avance sans culpabilité. » Répétez cela quand l'ego tente de se défendre. La vérité vous libérera, mais d'abord elle va vous confronter, acceptez cela. Si vous ressentez de l'inconfort en faisant face à la vérité, ce n'est pas un signe d'erreur, c'est un signe de croissance. C'est le moment exact où vous cessez de vous tromper vous-même et commencez réellement à vous transformer. Arrêtez d'être l'otage de vos propres excuses, soyez l'architecte de vos propres principes et le constructeur de votre réalité. Ce n'est qu'à partir de la vérité que vous pouvez commencer de manière solide à construire la vie que vous méritez réellement. Réflexion 7. L'obstacle est le chemin. La vie va vous surprendre et ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Vous aurez des plans parfaits qui s'effondreront à la dernière seconde, vous ferez confiance à des personnes qui vous décevront, vous travaillerez dur sur des projets qui ne porteront pas de fruits. Et face à cela, vous avez 2 options. Vous pouvez pleurer, vous plaindre et demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ou vous pouvez faire un choix plus rare, plus difficile et beaucoup plus puissant. Utilisez ce qui s'est passé en votre faveur. Ou vous pouvez faire ce que faisaient les stoïciens, pratiquer l'alchimie mentale, transformer ce qui semblait être un blocage en matière première pour la croissance. L'adversité est l'or de l'opportunité. La plupart des gens voient les problèmes comme des barrières. Ils voient un mur sur la route et s'arrêtent, font demi-tour ou s'assoient en attendant que quelqu'un le retire. Le stoïcien voit le mur et pense « Parfait, ce mur est ma chance d'apprendre à grimper. Ce mur est ma chance de construire une échelle. Ce mur va me renforcer. » Il ne nie pas la difficulté. Il redéfinit son rôle dans sa propre vie. C'est la philosophie centrale de l'obstacle et le chemin. Marc Aurèle a écrit l'une des phrases les plus puissantes de l'histoire de l'humanité. Ce qui empêche l'action favorise l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Relisez cela. L'obstacle ne vous empêche pas, l'obstacle vous repositionne. C'est une nouvelle direction.
Imaginez un feu intense. Si vous y jetez une petite branche, il la consume. Si vous y jetez un tronc énorme, au début il semble que le feu va s'éteindre. Mais très vite il engloutit le bois et le transforme en encore plus de feu. Le feu devient plus grand, plus chaud et plus lumineux, grâce exactement à ce qui semblait devoir l'éteindre. C'est ainsi que vous devez fonctionner, non pas en résistant à l'impact, mais en absorbant et en transformant. Vous devez être ce feu. Tout ce que la vie vous donne doit devenir du combustible. Vous avez perdu votre emploi? Ça fait mal. Oui, mais la douleur n'a pas besoin d'être la fin de l'histoire. Elle peut être le début d'une direction plus alignée. C'est du combustible pour entreprendre le projet que vous avez toujours voulu ou trouver un endroit où vous serez réellement valorisé. Votre partenaire vous a quitté? Ce n'est pas seulement une perte, c'est aussi une invitation forcée à reconstruire votre base, à vous reconnecter à vous-même et à apprendre à être indépendant. Vous vous êtes blessé? Alors la vie vous a ralenti de force, peut-être pour vous enseigner quelque chose que vous ignoriez en mouvement. C'est du combustible pour entraîner votre patience et étudier la stratégie pendant que votre corps récupère. Il n'existe donc aucune situation, aussi difficile soit-elle, qui ne contienne pas la graine d'un avantage si vous avez le courage de la chercher. Et ce courage n'est pas émotionnel, c'est une décision consciente de regarder au-delà de l'impact initial. Arrêtez de qualifier les événements comme des problèmes et commencez à les qualifier comme des exercices. La vie est votre salle d'entraînement, les personnes difficiles sont vos poids. Les crises sont vos séances d'intensité. Et comme dans l'entraînement, ce n'est pas le confort qui renforce, c'est la résistance. Ne vous plaignez pas du poids, soulevez-le. Si vous demandez de la force, la vie ne vous donnera pas une force magique, elle vous donnera des difficultés pour que vous deveniez plus fort en les surmontant, parce que la force ne se reçoit pas, elle se construit sous pression. Pendant ces 4 jours, les plaintes inutiles sont interdites. Si vous rencontrez un obstacle, interdisez-vous de dire « je ne peux pas ». Cette phrase ferme des possibilités avant même que vous ne les testiez. À la place, demandez-vous « comment puis-je utiliser cela? Quelle vertu cela exige-t-il de moi? Peut-être de la patience, peut-être de la créativité, peut-être de l'humilité. Quoi que ce soit, utilisez-le. Parce que chaque situation difficile est déjà accompagnée de la compétence qu'elle cherche à développer en vous. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un maître de judo. Utilisez la force du problème contre lui-même. Quand le monde vous ferme une porte, ne restez pas à regarder la poignée. Forcez, contournez, trouvez une autre entrée. Votre mantra pour transformer l'adversité en avantage est « Ce qui empêche l'action favorise l'action, ce n'est pas un blocage, c'est une opportunité. Tout est du combustible pour moi. » Répétez cela intérieurement lorsque vous vous sentez bloqué. Sentez votre énergie changer. Vous passez de la passivité à l'action dirigée. Vous passez de la réaction à la stratégie. Le mouvement est plus puissant que la frustration prolongée. Le monde appartient à ceux qui sont capables de prendre le chaos et de le transformer en ordre. N'attendez pas les conditions parfaites. Elles n'existeront jamais. L'action se produit toujours dans des contextes imparfaits, et c'est précisément cela qui la rend précieuse. Utilisez ce que vous avez là où vous êtes, et avancez. L'obstacle est le chemin. Parcourez-le et plus vous avancez dessus, plus vous devenez fort pour les suivants. Ce que vous venez d'entendre ne sont pas seulement de belles phrases à publier en statut. Ce sont des outils de combat mental, les armes que certains des hommes et des femmes les plus forts de l'histoire ont utilisées pour se construire. Ce sont 7 réflexions, 7 mantras, 7 clés pour libérer votre esprit. Mais savoir cela est inutile si vous ne l'appliquez pas, parce que la connaissance immobile ne transforme pas, elle illusionne. Si vous quittez cette vidéo et revenez à vous plaindre, à procrastiner, à haïr et à vivre dans la peur, alors cela n'aura été que du divertissement. Et le divertissement ne change pas le destin, la décision le fait. Je sais qu'il existe quelque chose en vous qui se reconnaît dans ce message. Cette philosophie a parlé à une partie de vous qui en a assez de s'auto-saboter et qui veut réellement reprendre le contrôle. Le défi est simple. 4 jours, seulement 96 heures. Pendant les 4 prochains jours, observez votre esprit comme un faucon, attentif, précis, sans rien laisser passer. Lorsque la voix négative apparaît, écrasez-la avec l'un de ces mantras. Ne négociez pas, ne discutez pas, interrompez.
Lorsque l'anxiété frappe à la porte, n'ouvrez pas. Lorsque la paresse vous invite à arrêter, souvenez-vous, vous êtes en train de construire quelque chose de plus grand que le confort immédiat. Parlez-vous avec respect, autorité et vérité, parce que la manière dont vous vous traitez définit le type de personne que vous devenez. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cet exercice. Les neurosciences ont déjà prouvé que le cerveau est plastique. Il se façonne selon la manière dont vous l'utilisez. Autrement dit, vous n'êtes pas figé, vous êtes en entraînement constant. La question est, par vous ou par le hasard? Si vous répétez ces vérités à vous-même chaque jour pendant 4 jours, vous commencerez à créer de nouvelles connexions mentales. Ce qui aujourd'hui demande de l'effort deviendra demain plus naturel, puis finira par faire partie de ce que vous êtes. Et lorsque cela se produit, vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même. Vous commencez à agir en votre faveur. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo, maintenant vous avez les outils. La question est, avez-vous le courage de les utiliser? Parce que connaître le chemin est commun, le parcourir est ce qui sépare l'intention de la transformation. Si vous acceptez le défi, si vous vous engagez à être le maître de votre esprit pendant les 4 prochains jours, laissez un commentaire, écrivez « Mon esprit est mon empire ». Faites-en un engagement public, parce que ce que vous déclarez avec clarté, vous avez tendance à le soutenir avec plus de force. Signez ce contrat avec vous-même, lisez-le, croyez-y et vivez selon lui.